bonjour à vous, chers téléspectateurs de Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie, et bienvenue à cette édition, effectivement, de la quotidienne. Du lundi au vendredi, une fois qu'il est 8 heures, heure d'Afrique centrale, 7 heures, heure d'Afrique de l'Ouest. Et donc, aujourd'hui encore, nous allons certainement dire un mot sur ce qui se passe dans les rues de la capitale économique, justement, j'ai envie de dire, coupable des différents retards dans les lieux de travail, coupable également des absences au niveau effectivement des écoles, coupable du frein, du moins du frein, j'ai envie de dire, de l'industrialisation dans la ville de Douala. Parce qu'effectivement, il y a des entreprises, malheureusement, qui vont voir leur chiffre d'affaires chuter. Ceci à cause de quoi? Du mauvais état et impraticable des routes de la ville de Douala. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de monsieur Simondé. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci encore une fois de m'avoir invité ce matin. C'est un plaisir de me retrouver encore pour ce grand débat qui polarise toute l'attention des Africains dans le monde entier. De saluer tous les téléspectateurs de Pan-African Media. Et merci encore pour tout ce que vous faites pour changer l'Afrique. Et souhaiter bonne et heureuse année à tous les Africains du monde entier. Et leur dit que l'année de 2024 doit être une année de libération totale de l'Afrique, parce qu'il n'est plus question que les prédateurs occidentaux viennent en Afrique s'imposer et faire ce qu'ils veulent dans les pays africains. Il faut qu'on se mobilise tous pour mettre un terme à cette histoire, en commençant par boycotter tout ce qui est français dans tous les pays africains, parce que ce sont les grands voyous qui détruisent ce pays. Pour la simple raison que, si on est à ce niveau, c'est un général de Gaulle qui était président de la France. En ce temps-là, on ne l'avait pas appelé jeune. Il y a un autre qui était Napoléon, on ne les a jamais appelés jeunes. Mais quand c'est en Afrique, on trouve des moyens de leur donner des noms qui n'ont pas de sens. Et pourtant, ils sont en train de vouloir libérer l'Afrique. C'est pour ça que j'interpelle ici tous les Africains qui comprennent que la démocratie, je dis bien démocratie, c'est pas la démocratie qu'on nous impose, c'est une manière de nous détruire, c'est pas pour consolider quelque chose. La preuve, c'est qu'ils profitent de ça pour foutre le bordel là où ils veulent, comme ils veulent et comme ils veulent. Donc j'interpelle ici tous les Africains qui se mobilisent pour mettre un terme à cette histoire en 2024. Qu'il n'y ait plus de base militaire française, américaine, allemande dans aucun pays africain. Que ce soit la fin. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Simondé. Alors avec vous, Jonathan Batengene, consultant permanent, encore ce problème de route impraticable. Oh, il y a le problème de route impraticable, il y a beaucoup d'autres problèmes. Hein. On salue d'abord tous les panafricanistes qui nous suivent, tout le personnel de Pan-African Media. Mais ce matin, on ne va pas que parler de route impraticable, on va parler d'autres choses. Ce sera certainement au moment du coup de gueule, tout à l'heure. Le coup de gueule, donc, ce sera pour tout à l'heure et dans le cadre de cette édition de la quotidienne, deux grandes thématiques. Tout d'abord, nous irons sur le site de la CAN pour l'édition 2023. Vous l'aurez certainement compris, c'est bien sûr la Côte d'Ivoire qui sera tout d'abord mangée à toutes les sauces sur cette édition de la quotidienne. Et puis par la suite, nous irons sur la Teranga, justement pour essayer de voir ce qui se passe avec les différents lions, tant du parti de l'opposition et puis également des autorités en place. Mais tout d'abord, une petite pause s'impose et je pense que nous reviendrons sur ce plateau pour donc entrer dans les hostilités. Je crois que c'est la revue de presse. Bonjour à tous, bienvenue à la revue de une de ce 10 janvier l'an de grâce 2024. Eh bien, commençons par le journal Al-Wida qui note que le magazine News African révèle les 100 africains les plus influents de 2023. Eh bien, le journal nous dit que cette liste célèbre des réalisations et les contributions d'Africains issus de divers domaines et secteurs qui ont un impact positif sur le continent et le monde. C'est donc à lire dans le journal Al-Wida de ce jour.
reconstruction du Gabon, le gouvernement de la transition compte s'y investir. Selon le journal Gabon Review, eh bien, les membres du gouvernement, par la voix de la ministre de la Réforme des institutions, Muriel Mingoué, ont dit avoir conscience de la tâche ardue qui l'attend. Lutte contre l'antidopage, les sanctions contre le Gabon levées, nous fait savoir le journal Gabon Actu. Eh bien, le journal nous dit que l'Agence mondiale antidopage a annoncé aux autorités gabonaises dans un courrier du 5 janvier dernier que les sanctions de non-conformité au code mondial antidopage qui frappait le Gabon est levée. Direction Afrique de l'Ouest avec le journal La Nouvelle qui nous fait savoir que le Conseil des ministres au Bénin fait l'approbation du document du PONASDEC 2024-2033. Le journal Africa Guinée note qu'en Guinée, là-bas, le gouvernement toque à la porte du FMI pour financer son plan d'urgence. Le quotidien du Sénégal est également en kiosque qui parle de la présidentielle et nous dit qu'à cause de nombreuses récriminations de l'opposition, Sergine Modou Kahara propose donc un report à cette élection. En sport, le journal Sidiawa nous parle donc des étalons du Burkina Faso et Boubacar Dago Ouattara qui est bien à Dubaï. Deux enquêtes en RDC, les grands juges de la Cour constitutionnelle attendus selon le journal aujourd'hui au Faso. Eh bien, la première enquête émane donc du candidat malheureux de la présidentielle du 20 décembre dernier, Théodore Boy, qui conteste l'élection de Félix Tshisekedi pour nombreuses irrégularités, précise la radio de l'ONU en RDC, Radio Okapi. Toujours en RD Congo, le journal Wakatsira dit qu'il faut arrêter de faire semblant. Eh bien, pour le journal, plus de 73% des suffrages exprimés pour le président sortant est bientôt entrant de nouveau. Félix Tshisekedi, plus de 18% pour Moïse Katumbi, l'opposant challenger qui arrive en deuxième position. Terminons par Fraternité Matin qui évoque la CAN 2023 et les enfants interdits au stade. Eh bien, la Côte d'Ivoire organise donc la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations du 13 janvier au 11 février 2023. Eh bien, le journal dit que pour cet événement qui drainera du monde dans différents stades en Côte d'Ivoire, les enfants, précisément les nourrissons, sont interdits d'accès. Une décision de la sécurité de la CAN 2023 qui vise donc à garantir la sécurité des enfants. Voilà qui fait l'essentiel des sujets traités par la presse en ce 10 janvier l'an de grâce 2024, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi. Voilà, après donc avoir parcouru quelques-unes ce matin sur le continent africain, place donc à la première thématique avec vous, Jonathan, un tour du côté de la Côte d'Ivoire. On prendra le coup de gueule d'abord. Je le sens très chaud. En fait, je voulais que nous commencions par le premier sujet et au lieu de tempériser, nous montons en pression avec le coup de gueule. On peut aller au coup de gueule. D'accord, allons-y. Alors, souhaitez-vous réagir à ce coup de gueule de ce matin? Le coup de gueule, il est toujours, mais alors toujours prêt. Voilà, nous sommes donc actuellement en direct de Pan-African Media, mais également disponible sur satellite Amos. N'hésitez pas justement à vous connecter sur les différentes fréquences. Bien avant la fin de cette émission, on aura certainement le visuel qui vous indique les différentes fréquences pour nous avoir. D'ailleurs, vous l'avez en image. Et voilà donc les différentes fréquences. Je pense qu'il faudrait se munir d'un décodeur et activer justement ces fréquences pour nous avoir partout où vous êtes sur le continent africain, mais déjà sur nos plateformes digitales Facebook, YouTube. De retour donc sur ce plateau, le coup de gueule aujourd'hui porte sur quoi? Il y a tellement de choses qui vont pas bien. Hein? Trop de choses. L'embarras, le choix est tellement dans un embarras et une impasse. Ma soeur Linda, je vais commencer le coup de gueule par une remarque.
Hier, pendant que nous rentrions, nous voyons des motos s'agglutiner autour d'un étrange personnage qui était avec quasiment une Harley Davidson. J'ai cru que c'était un homme d'affaires. M'enquérant de la situation auprès des transporteurs par moto, Ben Skinner, nous les appelons ici, il me renseigne que, en fait, ce monsieur, c'est le responsable de la fourrière municipale. Ah non. Si, avec une moto de plus de 2 millions de francs CFA. Je dis, ah, mais pourquoi vous le... Ils disent, non, c'est un homme puissant. Il dit, hein, responsable de la fourrière puissant? Il dit, il est très puissant. D'ailleurs, c'est notre agence avec ça qu'il a acheté sa moto. Donc, voilà une catégorie d'individus qui, désormais, a le pouvoir au Cameroun. Des individus qui font leur fortune sur des pratiques de malversation parfois, sur des pratiques de corruption, qui s'octroient un certain pouvoir, un certain privilège. Mais eux, ils sont encore passables. Hein. Eux, ils sont dans la corruption rampante. C'est quoi la corruption rampante? La corruption rampante, c'est justement ces pratiques de pot de vin qui sont généralement les petits pourboires qu'on verse aux policiers et tout ça. C'est la petite corruption de l'administration, des agents d'exécution de l'administration. Mais dès que vous rentrez autour de l'administration camerounaise, comme ce monsieur, il y a des gens qui ont une fortune inexplicable. Allez au tribunal. Les procureurs, si on vous dit qu'ils sont corrompus, vous n'allez même pas trouver de preuves. Pourquoi? Il y a des rabatteurs. Des gens à l'extérieur des cours qui jouent le rôle d'intermédiaire entre eux et les magistrats. Parfois, même certains se recrutent parmi les avocats. C'est eux qui prennent l'argent, c'est eux qui savent comment donner, c'est eux qui... Un phénomène étrange. Vous allez au tribunal, vous voulez faire quelque chose, c'est quelqu'un qui ne représente même pas l'administration judiciaire, qui se pointe et vous dit, monsieur, donnez-moi 2000, je vous fais la chose. Vous dites, mais monsieur, comment vous allez le faire? Et quand vous allez dans le bureau du responsable, il vous chasse comme un malpropre. Vous dites, mais vous ne respectez pas les gens ici? Allez, sortez, monsieur. Vous vous demandez, mais comment vous allez procéder? Et vous comprenez que... Il faut choco. Voilà, vous comprenez que l'affaire est bien ficelée. Le rabatteur est en fait l'intermédiaire nécessaire. Il faut aller lui donner de l'argent. Et si, quand bien même on vous reçoit, on augmente les coûts seulement pour vous décourager de continuer la procédure vous-même. Un document de 2500, on dit c'est 3000. J'ai vu 2500. Monsieur, si vous ne voulez pas, vous sortez. On ne discute pas avec vous. C'est des pratiques qu'il y a dans l'administration. Il y a aussi d'autres parmi, ils ne sont même pas rabatteurs officiels. Eux, alors, ils usent du trafic d'influence. S'il entend que mon père Ndesimo est devenu procureur, il se filme avec mon père Ndesimo. L'usurpation d'image. Voilà. Et cette photo devient une source de revenus. Il se balade avec cette photo, la montre à n'importe qui a les problèmes, en lui promettant de les résoudre contre une rémunération informelle. Beaucoup de cas d'arnaque, d'escroquerie se font de la sorte. Il y en a même qui se permettent d'aller vendre des terrains. Seulement en vous garantissant que voilà ma photo avec le gouverneur, voilà ma photo avec le colonel un tel, voilà ma photo avec le procureur un tel, voilà ma photo avec... Il vous dit sur la base de cette preuve que l'affaire est hautement sécurisée. Vous avez des affaires où même le maire, parfois le maire, les maires comme ça, ils sont induits en erreur. Toujours par ce genre de personnage. Qui chaque fois qu'il s'est pointé devant monsieur le maire a cru que c'était un personnage important. Et il prend des décisions qui peuvent salir l'image de la mairie, mais porter surtout préjudice à la mairie. Des décisions qui sont injustes, qui plus tard portent atteinte à sa propre personne, à son honorabilité.
Donc, le coup de gueule, c'est à l'égard de tous ces imposteurs que le système a finalement facilité, dont le système a facilité l'émergence. Aujourd'hui, quand on parle de la lutte contre la corruption, oui, le président parle souvent il faut lancer les opérations, c'est vrai, attrapons les bandits en colban, ils sont les plus dangereux, au sens de la capacité de prédation des ressources publiques. Cependant, la petite corruption, ces acteurs qui usent d'usurpation sont tout aussi dangereux. Messieurs les responsables d'administration, nous avons cité juste quelques administrations, Oui. Ils sont à plusieurs niveaux. Vous allez voir d'autres qui sont les démarcheurs au cadastre. D'autres sont les démarcheurs... Même au niveau des mairies, pour une légalisation... de l'acte de naissance. Alors qu'il y a une procédure normale. Mais vous arrivez, ils pilulent là comme des mouches de mangue. C'est chacun qui vient, non vient. Voilà. Pourtant, c'est pour obtenir le même papier. Voilà. Et le concerné est dans son bureau climatisé. Il ne veut même pas te voir. Il ne veut même pas. Quand tu te pointes, il dit, mais il a fait comment pour passer? Gronde les vigiles. Je ne veux plus voir ça. Donc, en fait, c'est une erreur. C'est là que vous comprenez que c'est le bon Dieu qui a bien voulu que vous passiez. Et son rabatteur est dehors en train de racketter des gens. Il faut que des mesures soient prises pour que tous ces personnages cessent de polluer le climat social dans notre pays. Parce que tout ça contribue à corser les histoires. Moi, je ne parle même pas de ceux qui sont dans les gendarmeries. Parfois, même les chauffeurs du commandant, c'est les personnels civils, hein, ils se retrouvent avec les menottes en train d'arrêter les gens. Ah oui. Vous vous demandez, toi on t'a recruté pour saisir, toi on t'a recruté pour conduire la voiture. Tu es devenu gendarme. Mais M. Batengue, j'irai même un peu plus loin. Il y a ce que les communes ont créé, la police de la commune. La police municipale. Alors, Ils se font, il faudrait peut-être que Brancoff vienne leur recycler un peu leur formation, parce que ce que cette police municipale fait, c'est de la catastrophe. C'est plus que de la barbarie. le problème de la police municipale est grave parce que il y a une partie du personnel qui a été formé par la gendarmerie. Eux, c'est les chefs. Ils se font un peu respectables. Mais il y a les gros bras qu'on ramasse, je ne sais comment. Devant les snacks, les peut-être anciens videurs. devant les snacks, Les peut-être. anciens videurs. Ma soeur me dit, tout à l'heure, là, au marché du PK14, quand vous allez passer là, ils sont plus que des gardiens de but. Les motos, c'est des parades. C'est des parades pour arrêter les motos. Vous vous demandez, mais ça, il apprend ça où? Qui lui a montré cette manière de travailler? Ils ont le sifflet, ça ne suffit pas. Il ne peut pas seulement siffler. L'autre, il court après une moto, il attrape le gars. Vous vous demandez, mais quelle est cette pratique? Quelle est cette sauvagerie, cette barbarie? Et ils sont devenus plus dangereux même que la police en matière de corruption. Quand ils attrapent une moto qui n'est pas en règle, ils lui soufflent en marchant. Mon ami, il faut parler. Il faut bien parler. Mon ami, il faut bien parler. Salue-moi bien. Voilà. Et si tu joues, je t'amène devant le gendarme. Pourquoi pour eux, le gendarme, ça veut dire que... Parce que le gendarme, dans cette équipe, certainement, il a encore conscience que lui représente la loi. Et donc, il se fait moins corrompre devant les gens. Donc, dès que tu arrives devant le gendarme, ta moto va être amenée à la fourrière. Ou M. Fourrière est donc devenu l'un des hommes les plus riches de la ville. Ah, d'accord. C'était l'histoire pour C'est avoir terrible. cette grosse moto. Voilà. Je vous dis, une moto, quand vous la voyez, c'est digne d'un homme d'affaires. C'est digne d'un homme d'affaires. Et quand il roule, c'est un bruit, un vacarme terrible. Le maire de la ville devrait revoir tout ce dispositif. Les mairies de communes devraient revoir la formation de leur personnel dit de police municipale. Je ne sais pas comment on peut envoyer des individus sans aucune formation, des individus qui viennent avec des passions et des pulsions de type moyenâgeuse, qui se retrouvent sur la route et donnent du Cameroun une image nauséabonde. Il y a des touristes dans ce pays
Et ces touristes sont parfois heurtés par ces images rendues par un personnel qui est carrément le personnel de l'administration publique. C'est tout à fait nauséabond. Et nous déplorable. demandons aux autorités de remettre de l'ordre dans tous ces secteurs-là. Ces intermédiaires, quand quelqu'un est secrétaire de gendarmerie, il est chauffeur de gendarmerie, il n'est pas gendarme. D'accord. Personnel civil, ce n'est pas un gendarme. Monsieur le sait, il faut ramener tout ce personnel civil à l'essentiel de son boulot. Qu'il ne se retrouve plus. Moi, j'ai trouvé dans une gendarmerie à Lubaba, je le dis, un chauffeur qui voulait entendre sur PV un justiciable. Comment est-ce possible? Lui, il a eu cette formation d'officier de police judiciaire où? Mais en fait, avant de passer la parole à M. Simoundé, je voudrais quand même également interpeller le Camerounais lambda. Il faudrait que vous maîtrisez vos droits. Je ne sais pas, parce que quand je marche souvent dans la rue, à une époque, quand j'étais plus jeune, il y a des jeunes hommes qui vendaient des livres. Connais-tu tes droits? Il faut que chaque Camerounais puisse maîtriser ses droits. Parce qu'une comme moi, un agent veut abuser de moi. Déjà, il y en a qui marchent souvent, ils viennent, ils disent que c'est le contrôle et tout. Moi, je ne peux pas dire combien d'inconscients j'ai tiré, j'ai empêché l'escroquerie. Vous arrivez, vous voyez peut-être un Sénégalais qui, on les appelle les blanchisseurs. Vous trouvez une maman, excusez-moi, un papa avec un gros ventre, tellement il a volé, qu'on a l'impression qu'il a 15 mois de grossesse, en train de menacer le petit. Tu ne parles pas bien. Le gars ne parle pas bien français. Il commence à paniquer. Eux, ils sont là, je dis, mais il se passe quoi ici, Kaya? Madame Linda, on dit payer tout. Je dis que sors-moi. Il dit, j'ai donné, il ne veut pas prendre. Il me dit, payer encore, qu'on part avec moi. Je me suis tournée et dit, monsieur, c'est quelle commune? Présentez-vous. Il tourne, je dis, je ne tournez pas, enlevez, vous me donnez, je lis, ne faites pas comme ça. Vous êtes sûr que vous êtes des vrais agents de commune? Présentez-vous. La femme commence à décaler, dit, madame, vous ne bougez pas. Restez là. Restez là. Ok, admettons, je comprends là que c'est un fake. Donnez-moi l'ordre de mission. Qui vous impose que c'est ici que vous devez contrôler. Non, madame, j'ai dit non. Ne venez pas ternir l'image du Cameroun. Ce gars rentre au Sénégal, il sera traumatisé. Il ne parle pas bien français. Donc, je demande à tous les citoyens camerounais, s'il vous plaît, apprenez vos droits. Mais Linda, tu m'as apprenez vos droits. Linda, tu m'as rappelé encore quelque chose. Ce n'est pas ignorance de vos droits qu'on vous manipule et qu'on vous escroque au quotidien. Il y a une bande qui circule dans la zone entre la Cité des Palmiers et PK14. Toutes les boutiques les connaissent. Ils se font appeler la brigade des prix du ministère du Commerce. Vous connaissez où sont leurs bureaux? Ils ont 2 bureaux. Un des bureaux ici au PK13, l'autre au PK11. Donc, ils sont dans des... Ils ont des complices qui leur trouvent un espace où ils se retrouvent. Ils sont une dizaine, hein? C'est bien organisé. Et ce qui est dangereux, c'est que parfois, ils se retrouvent avec des éléments de force de l'ordre. Je parle des éléments... Ce sont des complices. Des éléments que les populations décrivent. Ils passent dans les boutiques. Quand ils passent pendant le mois de novembre et de décembre, ils demandaient à chaque boutique 50 000 minimum si vous n'êtes pas en règle. Oh là là. 50 000 minimum. C'est fort ça, Jonathan. Nous demandons au ministre du Commerce et à tous ses représentants de faire circuler dans les boutiques les adresses des différentes administrations pour que si jamais un faux personnel se présente devant eux, ils puissent appeler pour s'enquérir de l'authenticité de l'identité de celui qui est devant eux. Il faut que les administrations prennent des mesures pour que les usagers qui doivent parfois contribuer ou bien doivent parfois interagir avec elles soient en face de la bonne personne et aient véritablement accès à la bonne personne au lieu de se faire arnaquer comme ça se passe aujourd'hui par un ensemble d'imposteurs, de voleurs qui, malheureusement, ne se font pas rattraper. Ils sont parfois de connivence ou bénéficient de la protection de certains hommes publics qui sont eux également de grands malhonnêtes. Alors, Père Simon, un mot justement sur cette autre blessure béante du Cameroun. Madame Linda, il faudrait savoir que
quand le poisson pourrit par la tête, vous ne pouvez pas récupérer la queue. Il y a d'abord un problème qui se pose. L'application de l'article 66 par les membres du gouvernement. Qui doit l'implémenter? Est-ce que c'est le citoyen lambda? Et quand, à partir de là, vous avez des gens qui sont dans des postes ministériels, préfectoraux, qui ont passé plus de 20 ans sur place, vous voulez qu'on ait que l'image? Quand on a concentré tous les pouvoirs dans une seule ville et où tout part de là, vous voulez qu'on change comment? C'est autant de problèmes. Je dis, évoquer tout ça, c'est très bien. Mais il faut récemment que les gens prennent conscience que ce pays-ci, on est plongé dans une situation telle que si on ne fait pas beaucoup d'efforts, on ne sait pas comment s'en sortir. Il me souvient que en 90, nous on a passé tout le temps dans la rue pour demander qu'on ne privatise pas les sociétés de souveraineté. On nous a arrêtés, on nous a enfermés dans les commissariats, on nous a maltraités. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On passe des journées entières, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, il n'y a rien nulle part. Partout, on nous a installés dans les quartiers des parfums où on nous oblige chaque jour à aspirer. Quand je parle parfum, c'est les ordures dans tous les quartiers, accumulées. Avec ça, vous voulez qu'on fasse comment? Dans des villages, il n'y a même pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a rien, il n'y a pas d'eau. Tout ça là, le problème est ailleurs. Et l'injustice est à tous les niveaux. Parce que le grand problème, c'est que beaucoup de Camerounais ne savent même pas quels sont leurs droits. Que sont leurs droits? Un fonctionnaire dans un bureau, il doit savoir que c'est le citoyen qui est son patron. Et combien de Camerounais savent que eux, ils sont même le patron des policiers? Parce que la police met la tenue, c'est le citoyen qui paye. La maison qu'il habite, le salaire, c'est le citoyen qui paye. Ça ne sort pas dans la poche de quelqu'un. C'est nous qui payons ces fonctionnaires qui nous méprisent. Il faut restaurer cette responsabilité auprès des citoyens pour qu'ils sachent que eux qui payent des impôts. Parce que dans les quartiers, il n'y a plus de prévention, il n'y a que la répression à tous les niveaux. On ne peut pas t'interpeller comme ça, dire que bon, voilà monsieur, vous devez faire ceci, vous devez pas faire cela. Mais on vous fait la pression, on vous arnaque, on vous retire de l'argent. Ce n'est pas normal. Il faudrait que les autorités reprennent leur pouvoir et donnent le pouvoir à la population qui est censée être leur patron. Parce que vous allez dans un commissariat, un fonctionnaire qui vous chasse, il vous chasse. Avec quel pouvoir? C'est vous qui le payez. Si vous ne venez pas là-bas, si vous ne payez pas les timbres, il n'a pas de salaire, vous ne payez pas la patente. Quand on vient dans la rue, vous réprimez, arrachez de l'argent. Vous allez payer l'argent comment? Le pouvoir va trouver l'argent pour vous payer ces gens qui vous chassent dans les bureaux. C'est anormal. Il faudrait que les Camerounais prennent leurs responsabilités et mettent un terme à cette histoire. Parce que si 2 ou 3 ou 4 personnes vont dans un bureau et disent, monsieur, allez vous faire foutre, c'est ça là, font un sitting, le monsieur va changer. Même ces gars qui sont dans la rue, est-ce que les gens des renseignements ne savent pas qu'il y a des gens qui sont autour des bureaux qui arnaquent? Pourquoi on les laisse sur place? Pourquoi on les connaît tous? Ils ne sont pas chassés. Pourtant, tous les jours, les commerçants de rue sont cassés, sauvagés. C'est pas normal. Voilà. C'est pas normal. Les gens sont autour des bureaux, partout dans les tribunaux, dans les commissariats. On les connaît. Or, un citoyen doit aller dans un bureau, donner ses documents, on certifie ou on met les thèmes. Mais les gars sont dans la rue à faire des ans et on les connaît et on les laisse. Avec ça, vous voulez qu'on fasse quoi? Je dis que c'est le pouvoir qui met en place tout ça. C'est la corruption. Il faut mettre un terme. Ils sont les seuls à pouvoir le faire. Ce n'est pas les citoyens lambda. Et j'attire l'attention de tous les Camerounais qui sachent qu'ils ont le pouvoir de chasser ces gens-là. Et d'aller dans les bureaux des fonctionnaires et dire, monsieur, on ne veut plus de ça. Parce que c'est nous qui vous payons. Je le dis parce que je l'ai fait plusieurs fois. Ce n'est pas normal. Madame Lydia, c'est quelque chose de très important. C'est un coup de gueule, mais qui a valeur d'éducation pour le peuple camerounais. Parce qu'on ne peut pas continuer dans cette situation. C'est tout et quand vous verrez dans les écoles aujourd'hui, vous voyez, il y a des universités dans des chambrettes. Des universités dans des chambres. Est-ce que c'est normal? Des écoles où on donne des centres pour construire des écoles dans un truc de presque 1000 mètres carrés. Des écoles. Est-ce que c'est non? Il y a un désordre à tous les niveaux. Il faut mettre un terme à cette histoire. Madame Linda, ce n'est plus possible. On ne peut plus supporter.
D'accord. Et peut-être pour fermer ce coup de gueule avec l'une des blessures béantes, il y a également ce système dans les commissariats où ils improvisent des rafles prétextant qu'il y aurait peut-être des ventes de drogue ou encore des réseaux de prostitution qu'il faut démanteler. Alors ils prennent tout le monde et très souvent, pour défaut des cartes, on les met au commissariat pour sortir, il faut monnayer. Même lorsque 35 000 chez certains, même si un parent vous ramène votre CNI, pourtant on vous arrête pour défaut de CNI. On vous laisse avec vos téléphones, on vous dit vous pouvez appeler. Vous appelez votre parent ou votre frère, vous ramène votre CNI. Je peux sortir? Non, il faut passer par là-bas. Passer faire quoi? 10 000, c'est les impôts. C'est stipulé où? Que pour un défaut de carte, une fois que la carte est là. Le défaut de carte, ça peut être c'est réprimé par la loi, mais seulement ça vaut 10 000 francs, 15 000. Non, dès que vous présentez la carte, en principe, vous devriez être libéré. Justement, c'est ce que je dis. On vous taxe, il faut monnayer. 35 000, non, vous avez combien? Oui. Nous sommes où? Je le dis, c'est au commissariat du deuxième à Nubel. Linda, il y a une réalité. Oui. Hein? Ça, c'est le business des commandants adjoints de brigade. Quand le soir, il a besoin d'argent, il dit, déjà, il s'entend avec son commandant principal. Qu'est-ce qu'il faut? À 22 heures, ils sortent avec les éléments qui sont comment on appelle, de factions, qui sont de factions. Et avec ces éléments, ils prennent peut-être 3 éléments. Ils prennent la pick-up de la brigade et ils vont en patrouille. Ils font au moins 4 tours. 4 tours. Tout un commandant. 4 tours. Oui, le commandant adjoint, au lieu de se préoccuper des questions de sécurité, lui, il rafle ces gens. Maintenant, quand vous êtes serré dans la cellule, c'est son argent, c'est l'argent. Et vous allez voir, le commandant vient très tôt le matin. Le commandant vient toujours très tôt, avant 7 heures. Pas parce qu'il a envie de voir la levée de couleur, non. Mais parce que c'est que il y a là du carburant. Si les gens là sont libérés avant qu'ils ne soient là, ils risquent de se faire flouer par son adjoint. Alors il vient très tôt pour s'assurer que le nombre qui a été pris pendant la nuit, ce nombre-là soit encore intact. Et donc il va avoir un droit de regard sur chaque personne qui sort. Voilà un peu la situation. Ça fait rire, mais voilà, c'est une des sources de revenus parallèles des éléments de gendarmerie dans les postes. Je veux dire que la police par contre, depuis la prise de M. Bangangele, la police de plus en plus est en train de se discipliner. Aujourd'hui, même les avocats disent que les droits des individus sont davantage respectés par la police nationale que par la gendarmerie. La gendarmerie est en train de devenir autre chose que ce qu'on avait connu. Vous savez qu'à une certaine époque, on disait le gendarme, c'était l'incarnation de la rectitude morale. Mais la gendarmerie actuelle, on a bien peur d'eux parce qu'ils deviennent de plus en plus des champions de la corruption. J'ai assisté à un événement pour compléter ce que vient de dire. J'ai assisté à un événement là-bas, au commissariat de Bessek là-bas, où un sous-gradé parle à son supérieur en des termes que je n'ai pas compris. Je parle de la gendarmerie. C'est une honte. Vous imaginez dans une brigade, ça dit quelqu'un qui a peut-être, je ne sais pas comment. Il a un V. Un V, mais il parle à quelqu'un qui a une barre. Une barre. Comme si c'était son. Non, j'ai pas compris ça. J'ai failli piquer une crise. Malheureusement, on est dans un pays où tout est possible. Parce qu'on a laissé les gens faire n'importe quoi, parce qu'on n'a pas restauré la méritocratie. Les gens arrivent là-bas par hasard. Il faut restaurer la méritocratie à tous les niveaux dans ce pays, pour que les choses avancent bien. Merci, c'était donc le coup de gueule. Alors, souhaitez-vous réagir à ce coup de gueule de ce matin? Le coup de gueule, il est toujours, mais alors toujours prêt. De retour sur ce plateau, place donc cette fois-ci à la Côte d'Ivoire, au pays des éléphants, qui va donc accueillir une édition de la grande messe de football. Il s'agit bien sûr de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, il se trouve que le président Alassane Dramane Ouattara
a du feu aux fesses. Il est sous pression car il faut que la CAN soit belle. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous allons le dire, c'est le Cameroun qui détient l'organisation de la plus belle CAN du continent africain. Et donc là, la pression monte du côté de la Côte d'Ivoire. Les tensions également, surtout depuis le retour de Guillaume Soro en terre africaine. Les choses changent sur le plan géopolitique. Effectivement, la chute de la CEDEAO, le déclin également de l'oligarchie occidentale, on est en train de le voir. Il y a effectivement une descente très glissante du côté de la France-Afrique. Et donc, la CAN qui représente un fort, j'ai envie de dire, une forte affaire économique et surtout de stabilité, s'annonce donc à grands pas. Et par ailleurs, pour des problèmes sécuritaires, il y a tout un camp qui a été érigé pour accueillir les différentes délégations. C'est déjà une polémique parce qu'il y a certaines délégations qui refusent d'y aller et qui choisissent leurs hôtels respectifs. Mais sauf qu'à côté, je crois qu'avec le concours de Jonathan Batengene, vous serez surpris de ce qu'il va vous dire. Je préfère qu'il le fasse. Vous savez... Sur les salaires. Ma soeur Linda, moi, j'ai jamais vu un président aussi généreux que Alassane Draman Ouattara. C'est-à-dire son pays, c'est un pays qui se porte très bien. Un pays même où on fait les ponts, construit des stades où tu peux faire aussi la natation. Je parle de l'hiver. Hein? Il fait beaucoup de choses. Et à quelques jours de la CAN, M. Ouattara décide comme ça, comme le Père Noël, dit, je vous paye 2 mois de salaire. Janvier, février. Sans aucune explication. Les Ivoiriens se posent des questions. Quelle générosité. Vous savez, en Afrique, quand quelqu'un est trop généreux, on commence à le soupçonner. Soit il veut vendre les gens, ce qu'on dit souvent, non, Père Simon, quand vous êtes trop généreux, on dit, sa gentillesse, là, il est encore en train de dépasser. Il est en train de nous vendre quoi. Donc, on préfère parfois ne pas manger quand quelqu'un devient trop généreux. Soit il obtient cet argent malhonnêtement. Parce que c'est les 2 raisons qui peuvent rendre quelqu'un aussi généreux. Soit il est sous pression aussi. Et la dernière, c'est qu'il est sous pression. Mais c'est ça que nous allons explorer. Alors, Ouattara, en 2022, quand on entrait en 2023, il avait fait un très beau cadeau aux Ivoiriens. Augmentation des salaires. Le SMIC passait de 60 000 à 75 000. Waouh! C'est un homme exceptionnel. En mai 2023, il procède encore à une revalorisation des salaires. On se dit, c'est pas possible. Une augmentation de 18%, de 9% pour certains, 18% dans certains autres corps de métier. Dans l'administration publique, on se dit, voilà un président qui... Mais chaque fois, regardons un peu ce qui se passe. Pourquoi il y a l'augmentation salariale de 2022? 2022, l'augmentation salariale survient après le renversement de Damiba le Larbin. Donc, lorsque vous liez les 2 événements, vous comprenez qu'immédiatement, dès qu'il a vu son copain, son petit frère dans le larbinisme, Damiba, débarquer, Ouattara a commencé à se dire, ah, comme c'est les militaires, il faut augmenter les salaires. Il procède à une augmentation des salaires, tout le monde se dit, waouh, Ouattara, il est en pole position. En 2023, il sent la pression monter en Côte d'Ivoire. Il y avait des rumeurs de volonté de manifestation des populations. Souvenez-vous, le contexte social était explosif. Le taux d'inflation était en train de catapulter tous les records. Et là, Ouattara décide de rattraper la situation par une augmentation salariale de 9 à 18%. Nous sommes en 2024. La raison la plus idoine qui aurait été suggérée à cette augmentation, c'est qu'à quelques jours de la CAN, peut-être Ouattara veut que le pouvoir d'achat de l'Ivoirien moyen soit élevé. Sauf que non. Ce qu'on apprend, c'est que M. Ouattara a reçu un coup de fil de l'Élysée et ce coup de fil était clair, c'est qu'il faille procéder à une augmentation salariale très vite parce que dans les jours à venir, l'AES va créer sa monnaie. Et selon les prévisions de l'Élysée, la monnaie de l'AES aura un tel choc sur le CFA de l'Afrique de l'Ouest que les pays locaux, les pays de l'Afrique de l'Ouest vont voir leurs réserves diminuer
du fait de la chute du CFA. Alors, pour que le choc ne soit pas trop ressenti en Côte d'Ivoire, la proposition c'était qu'ils payent en avance les salaires. Question d'avoir les Ivoiriens les poches pleines pendant la période de disette qui s'annonce. C'est la raison qui amène Do Ouattara à cette décision. Et quand Ouattara la pose, tout le monde en Côte d'Ivoire est uberlu. On se pose des questions. Mais pourquoi? Comment ce cadeau est-il arrivé en début d'année? Qu'est-ce qui s'est produit? Où avons-nous réalisé des bénéfices? Personne n'arrive à l'expliquer, sauf cette explication. L'AES fait trembler Ouattara, l'AES fait trembler Paris, et Paris a missionné Ouattara dans ce sens. Et justement, pour aller dans le même sillage que vous, on se souvient que quelques semaines seulement avant, il y a eu une certaine forme d'augmentation sur certains services, notamment au niveau de la fiscalité, l'électricité, l'établissement également des passeports, qui avait vraiment choqué plus d'un Ivoirien. Quelque temps après, ce sont des salaires qui sont payés en avance. Oui, pour l'augmentation des passeports, le prix des passeports par exemple, ce qui a même choqué, ce n'est pas davantage le prix des passeports. C'est le titre de séjour des Africains comparativement au titre de séjour des Français. C'est-à-dire que pour Ouattara, la Côte d'Ivoire, c'est la France. Parce que quand vous regardez le titre de séjour des Français, c'est une broutille. Quand vous voyez le titre de séjour, le prix du titre de séjour des autres Africains, c'est comme si Ouattara voulait dire: chers Africains, allez partout, ne venez pas en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas de vous sur nos terres. Donc, il y a là comme une préférence. C'était cette préférence vis-à-vis des Français, des étrangers français sur le territoire de la Côte d'Ivoire qui a le plus choqué le peuple ivoirien. Parce qu'il faut le dire, le peuple ivoirien est un des peuples les plus accueillants de notre continent. On dit souvent que la Côte d'Ivoire, c'est exactement le Cameroun. Dans la perspective, dans la mesure où les Ivoiriens ont ce sens de la cohabitation avec les autres nationalités d'Afrique sans préjugés, sans aussi ressentir une sorte d'absorption de leur identité. Ouais. Ils savent la préserver, ils savent la valoriser au milieu de toutes ces diversités culturelles. Et pour les Ivoiriens, c'est inconcevable qu'une terre d'accueil comme la leur soit interdite désormais aux Africains et devienne plutôt le réceptacle de toute la crapulerie française. Merci beaucoup, Simone D. Cette situation du côté de la Côte d'Ivoire, est-ce que finalement c'est une victoire pour l'AES de faire autant trembler le président Alassane Dramane Ouattara qui anticipe et qui voudrait justement garder l'assentiment de ses concitoyens? Madame Nelly, il faudrait savoir que quand quelqu'un s'appelle Dramane, c'est le drame. Le nom explique tout. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on... Moi, j'ai travaillé en Côte d'Ivoire 3 ans. J'étais à la CGE Côte d'Ivoire, oui, à Trècheville. À la zone industrielle, la direction se trouvait à la zone industrielle. Je connais très bien autant de vous. Ça, c'est un pays presque comme le Cameroun. Mais malheureusement, à la tête, les Français ont réussi à mettre un voyou, je suis désolé, un voyou de la pire espèce, qui n'est pas là pour rendre service aux Africains. Parce que quand vous voyez même la canne Total Énergie, rien que Total Énergie m'énerve. Parce que pour aller jouer, vous ne pouvez pas avoir faim, ne pas travailler et aller jouer. Ce n'est pas possible. C'est incompatible. Donc, rien que la canne avec Total Énergie, ça me révolte. On aurait pu mettre n'importe quoi, mais pas une compagnie française. Quand j'ai quitté ce volet, vous voyez les pays où la France met plein d'argent à tout moment. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal, dans une moindre mesure, le Togo. Pourquoi ces pays? Parce que ce sont ces pays tenus en liesse par la France complètement, qui dépendent entièrement de la France. De sorte que quand ils veulent, ils vont là-bas, ils font les meilleures routes, les meilleurs aéroports, pour dire aux autres pays africains, si vous ne vous alignez pas sur notre manière de fonctionner, vous n'aurez rien. Or, il faudrait que les Africains sortent de cette situation et disent à la France de rentrer chez eux. Ici, je dis à tous les Africains, chassez les Français dans tous les pays africains. Ils viennent de commettre la plus grosse des bêtises. On a payé un monsieur de 34 ans, un homosexuel, pour être Premier ministre. C'est pour montrer quel exemple aux Africains. Bientôt, ce monsieur va faire des tours dans les pays africains comme Premier ministre de la France, pour rencontrer des chefs d'État africains qui ont la culture africaine,
pour leur imposer cette culture stupide et je ne sais pas, et démoniaque et satanique. Ouais. Pour moi, il faut mettre un terme avec la relation avec la France, avec Macron ou Macron comme vous voulez, mais il faut mettre un terme à cette relation. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, Batan Gane l'a très bien expliqué. Mais pour moi, ça n'a même pas de valeur. Qu'on monte, qu'on descende, là où la poule et le serpent font des assises, les dents n'ont pas leur place. Là où la poule et le serpent n'ont pas la parole, l'assise n'a pas de dents. Oui. C'est pour dire que ce que les Français sont en train de faire avec ces pays-là, c'est que l'AES est en train de faire. La France n'a même pas à passer là-bas parce qu'on ne veut même pas les sentir. Et ça va continuer comme ça jusqu'à ce que la France parte de l'Afrique. Et je suis confiant que ces 3 pays qui se sont engagés, ils ne vont pas reculer. Avec la monnaie qu'ils vont mettre en place, avec cette monnaie, il n'y a rien à faire, l'Afrique va changer. Qu'on le veuille ou pas. Ouattara peut gesticuler, la France peut gesticuler, mais il n'y a rien à faire, il n'y aura plus de retour. C'est parti pour toujours. Je voudrais ajouter en disant que même certains pays aujourd'hui qui ont des bases françaises dans leur environnement, ils vont mettre un terme parce qu'ils vont se rendre compte que quand l'AES va mettre en place cet argent, ça va tellement faire développer les pays que chacun voudra se mettre là-dedans avec eux. Donc je ne doute même pas, il n'y a même pas de doute dans ma tête, je sais que la France, c'est terminé. Et les pays africains vont prendre leur pouvoir, leur autonomie et gérer leur pays comme ils veulent. Il n'y a rien à faire. Alors, à votre suite, avant de retrouver la rédaction centrale du Pan-African Media, je voudrais interpeller ici les chefs d'État, voilà, pour démontrer votre soutien par rapport au combat que nous menons, qui est bien sûr de mettre Knock dans la France-Afrique. Merci de ne pas accepter de recevoir cet homosexuel, qui est donc désormais chef de l'État. Depuis Premier ministre, autant pour moi, le chef de l'État et lui, il n'y a pas une très grande différence, tant sur le plan politique que sur un plan de vie sentimental. C'est même vrai. Voilà, donc je prie ici mes pères, nos pères panafricains, ceux qui croient au combat, de refuser. Comportez-vous pour une fois comme nos frères de l'AES. Dites non, nous ne recevons pas, chez nous on dit entre guillemets, un PD. Chez nous. Claire. Donc, c'est ce que je vous demande ce matin, chers chefs d'État africains, mais également aux hommes d'affaires. Évitez d'entrer en partenariat avec ces homosexuels. Claire. La rédaction centrale est avec nous. Bonne nouvelle, les véhicules peuvent désormais emprunter la route pour se rendre de Gao à Kidal et vice-versa. En effet, le premier bus de transport est arrivé à Kidal le mardi 9 janvier 2024. Avant cela, une dizaine de camions chargés de marchandises étaient déjà arrivés à Gao le samedi dernier. Preuve que la mobilité et l'accessibilité est déjà disponible dans la région. Un rappel, l'axe Gao-Kidal avait été fermé depuis novembre de l'année dernière pour des raisons sécuritaires. Cette fermeture a provoqué une flambée de prix des produits de première nécessité dans la région, étant donné que la mobilité était réduite. Mais après la victoire sur Kidal des forces armées le 14 novembre dernier et de multiples opérations pour sécuriser totalement le territoire, un gouverneur avait été nommé. À ce poste, le général El Hadj Gamou avait pour mission d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans la région et relancer les activités des services sociaux de base tels que la santé, l'éducation et l'alimentation pour remédier aux 11 ans de désordre que l'ennemi avait créés dans cette partie du Mali. Le nouveau gouverneur, avec la coordination du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a nettoyé la région du désordre qui avait été fait par les malfrats.
La rouverture de la frontière Gao-Kidal avec l'entrée des engins est donc une preuve que la situation est maîtrisée. De plus, les combats pour la reconquête totale du territoire se poursuivent sur d'autres fronts au Mali et les FAMA font des avancées significatives. L'étau se dessert entre le CNSP et Mohamed Bazoum. La libération provisoire de Salem Bazoum, fils de l'ex-président nigérien déchu, crée des suspicions au sein de l'opinion publique. Le fils de Mohamed Bazoum a été libéré provisoirement le 8 janvier 2024 par le juge d'instruction du tribunal militaire. Une décision qui suscite des interrogations car Salem Bazoum était inculpé pour complot visant à porter atteinte à l'autorité ou à la sûreté de l'État national. Même si les véritables raisons de cette libération ne sont pas encore connues, le ministre des Affaires étrangères du Togo, pays médiateur dans cette crise, évoque un geste humanitaire de la part du président nigérien de la transition, le général Abdourahmane Tiani. L'étudiant de 22 ans, qui était mis aux arrêts depuis le coup d'État du 26 juillet dernier au sein du palais présidentiel de Niamey avec son père et sa mère Aziza Bazoum, est arrivé lundi soir à Lomé, la capitale togolaise. Pour l'heure, ses parents sont toujours sous surveillance militaire des soldats de la garde présidentielle du général Tiani. Salem Bazoum est donc apparu en bonne santé aux côtés du premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zen et du chef de la diplomatie togolaise Robert Dussé, chargé de rentrer à Lomé avec le jeune homme. Pour rappel, le Togo avait été désigné médiateur officiel aux côtés de la Sierra Leone le 10 décembre dernier par la CEDEAO lors d'un sommet de l'instance régionale organisé à Abuja, la capitale nigériane. Seul médiateur à être parvenu à trouver un accord avec le gouvernement militaire et gagner la confiance de celui-ci. Il faut noter que Lomé, dans ses rapports avec le Niger, a toujours eu une position conciliante vis-à-vis du général Abdourahmane Tiani. C'était alors. L'armée burkinabé continue de monter en puissance. Les forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie ont frappé un coup de massue aux terroristes dans la matinée du lundi 8 janvier 2024. Des frappes aériennes ont anéanti une colonne de criminels regroupés autour d'un arbre afin de tenir une réunion de planification à Yaktiko, dans la région de Ouagaï. Les observateurs des forces combattantes burkinabées ont pris d'assaut les assaillants à 10 km de leur base. Aussitôt, les vecteurs aériens ont été alertés. Déportés sur les lieux des agitations, ceux-ci vont poursuivre les observateurs tout en identifiant les déplacements des criminels présents sur les lieux. Après révision des lieux, les forces de défense burkinabées ont bombardé violemment dans le camp de l'ennemi. Plus tard dans la journée, les recherches ont permis de découvrir une autre colonne de criminels qui venait de quitter la forêt à 20 km de Ouagaï, dans la région du centre-est du pays. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré à la tête du pouvoir, le 30 septembre 2022, en renversant Damida, le pays des hommes intègres a considérablement pris un cap nouveau sur plusieurs domaines d'activité. Le gouvernement de transition burkinabé a ainsi fait du domaine sécuritaire sa priorité, afin de raser complètement le terrorisme de son territoire et de maintenir la paix et la quiétude pour la population. Pour l'heure, les opérations de sécurisation et de normalisation se poursuivent au Burkina. Sans surprise, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, est aujourd'hui à son second mandat. Les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle, le président sortant remporte l'élection avec 73,47% des suffrages exprimés, pendant que son principal rival, Moïse Katumbi, recueille lui 18,08% des suffrages. À la demande d'annulation des élections, la Cour étudiait 2 recours qui souhaitaient l'annulation de l'élection du 20 décembre 2023. Ces requêtes
ont été rejetées car jugées irrecevables et non fondées. Dans le camp de l'opposition, les résultats proclamés par la Cour ne font pas l'unanimité et poussent les leaders d'opposition dans la rue pour protester les élections. Selon eux, le scrutin était entaché des irrégularités et il faut recommencer ces élections. Des initiatives ont été prises pour la marche de contestation et dénoncer le rôle électoral du régime de Tshisekedi. Pour les partisans de Félix Tshisekedi, la page des élections présidentielles en RDC est définitivement tournée vers la prestation des serments du président réélu. Selon le calendrier de la CNI, celle-ci est prévue pour le 20 janvier devant les juges de la Cour constitutionnelle. Pour l'heure, dans le camp de Félix Tshisekedi, c'est un sentiment de satisfaction et de mission accomplie qui règne. De retour sur ce plateau, nous poursuivons donc les éclaircies sur ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire, la pression que subit donc Alassane Dramane Ouattara depuis quelque temps, surtout avec cette grande annonce, la monnaie de l'AES. Et donc finalement, nous tendons vers l'ensévelissement du franc CFA. Simon D. Oui, en réalité, pour moi, le franc CFA n'a plus de valeur. C'est terminé. Pour moi, c'est terminé. Depuis des années, j'ai dit aux gens, boycottez tout ce qui est français. Pour la simple raison que vous ne pouvez pas aller donner de l'argent à des gens qui prennent vos matières premières gratuitement depuis des années. Ils ne transforment rien chez vous. Ils sont chez vous, ils ont des entreprises, mais ils payent les impôts chez eux en France. Ça a été déjà prouvé dans tous les pays africains. Par exemple, en Côte d'Ivoire, la présidente de la République est louée chez les Français. Ce sont tous les propriétaires. Donc, ça vous dit qu'on atteint une situation où cette histoire doit finir complètement. Il n'est plus question de... Tous les pays africains, en réalité, doivent soutenir l'AES. Il n'y a aucune raison qu'on laisse ces trois pays seuls. On doit se mettre ensemble pour défendre les idéaux de l'Afrique. C'est-à-dire faire en sorte que tous les pays africains aient une monnaie à partir de ce que les trois pays du Sahel doivent faire. Et pour moi, c'est un devoir. Et je peux vous garantir que bientôt, vous verrez que les trois pays auront une avancée sur le plan économique hyper. De sorte qu'aucun pays ne pourrait les attendre. Déjà que, rien que sur le plan de l'or, ils sont en train de transformer leur or sur place. Ouais. L'énergie solaire, l'uranium est en train d'être transformé sur place. Donc, les centrales nucléaires sont en train de faire sur place. Donc, c'est des avancées. Et bientôt, je suis convaincu que même des usines de fabrication d'armes seront faites dans ces pays parce qu'il faudrait que les pays africains fabriquent les armes en Afrique. Parce que tant qu'on ne le fait pas, on va dépendre des autres qui vont nous menacer tout le temps avec les guerres inutiles. Il faudrait qu'on mette un thème à cette chose, qu'on fabrique les armes en Afrique. Et ça, c'est tout ce que je demande aux pays africains de se mettre ensemble pour le faire. Un seul pays ne doit pas le faire. Il faudrait qu'on soit capable d'échanger tout ce qu'on fabrique entre nous et couper complètement l'importation des choses. Parce qu'à travers ces importations, il y a des poisons, il y a même des armes qui peuvent transiter par les ports détenus par encore par Bolloré pour créer des rébellions partout en Afrique. C'est pour ça qu'il faut chasser toutes les bases de l'Afrique, fermer même les ambassades de la France parce qu'ils ne nous servent à rien du tout et quitter le franc CFA. Ça, c'est très important. Et quitter aussi les bouquets français. Mais bien sûr, les bouquets français, ce sont des conneries. Oui. Il faut quitter ces histoires-là. Ça ne nous rapporte rien du tout, au contraire, ça nous... Mais ces histoires sont là pour anéantir la réflexion des Africains. Nous avions davantage. Donc il est temps de sortir de cette histoire. Et pourquoi qui font la promotion de l'homosexualité au travers justement de certaines chaînes coptées dans ce bouquet. Vivendi, Jonathan Batengene, toujours sur cette pression qui vient effectivement de l'Alliance des États du Sahel. Oui, vraiment, vous savez, pour le Sahel, là, on est en train de créer une nouvelle monnaie qui va révolutionner non seulement
les échanges intra-régionaux, mais également internationaux, parce qu'on va toucher le cœur du système de la France-Afrique, qui est un système qui repose d'abord sur cette monnaie néocoloniale et monnaie coloniale, monnaie nazie, qu'est le CFA, cette monnaie qui permet à la France de s'enrichir, de placer sur les marchés financiers de l'argent qui est issu du commerce international des pays africains, qui finalement repositionne également ces bénéfices que nous réalisons à l'international sous la forme de ce qu'ils appellent l'aide publique au développement, qui est en fait un crédit à moins de 5% et qui est prêté à nos États dans le cadre des projets de développement. C'est l'une des plus grosses arnaques, si ce n'est la plus importante arnaque développée par la France contre l'Afrique. Et le Sahel va s'en affranchir dans les jours à venir. On estime que ce qui va être le gain pour le Sahel, c'est de l'ordre quantique, c'est-à-dire qu'il y aura un bond quantitatif du point de vue du commerce international au niveau du Sahel, qui sera tel qu'on n'en a jamais vu et tel qu'on ne l'imagine pas encore. Au niveau également de l'industrie sahélienne, ça va appeler bien plus d'industrialisation parce que, vous savez, soutenir une monnaie, ce n'est pas seulement avoir les ressources naturelles, c'est aussi avoir un secteur productif important. Et ce secteur productif important, on ne peut le développer que quand on a aussi la maîtrise financière. Donc, pour les États du Sahel, ça va être le moment d'une forte industrialisation. Ça sera aussi l'occasion du développement d'une véritable politique économique forte, d'une véritable politique financière ambitieuse. Quand on parle de politique financière ambitieuse, c'est-à-dire que, par exemple, les taux directeurs seront fixés par la Banque centrale du Sahel et ces taux directeurs vont également impacter les taux de rémunération des transactions, des investissements qu'on appelle généralement les crédits. Et vous savez que dans l'économie capitaliste classique, le crédit est un poumon de la relance des entreprises. Et dans l'une des particularités de cette politique financière, vous savez, dans le contexte actuel, les crédits dans les pays africains francophones sont pour la plupart des crédits rationnés. C'est quoi les crédits rationnés? C'est des crédits qui sont adossés sur des valeurs matérielles très tangibles, parfois classiques, comme le titre de propriété, les immobilisations, les actifs dont sont possesseurs les clients. Et dans notre contexte, ce crédit rationné empêche de financer l'activité économique elle-même parce que vous avez des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas forcément des actifs et qui n'ont pas forcément des actifs tangibles, mais ont des actifs immatériels. Leurs actifs immatériels, c'est parfois l'idée d'entreprise, c'est parfois aussi les documents de légalisation de l'entreprise et le projet immatériel qui lui-même est déjà conçu ou bien commence déjà à se développer. Ça peut être une tech-entreprise, c'est-à-dire une entreprise technologique avec tout ce que ça comporte. Et quand il va solliciter un crédit, on lui dit, nous on veut un actif tangible et l'actif tangible, parfois, la banque ne pense qu'au titre de propriété. Donc, il y aura une forte différence dans le mode de financement de l'économie. On va rentrer dans des financements dynamiques parce que la prise de risque pourra être impulsée depuis la banque centrale et va être répercutée au niveau des banques de détail et des banques commerciales. Donc, ces banques vont pouvoir pratiquer auprès des clients des taux intéressants ou bien des formules de l'ingénierie financière qui correspondent aux besoins des clients finaux. C'est ça l'un des avantages avec cette nouvelle monnaie, c'est un des avantages.
Et maintenant, au niveau des réserves, effectivement, ces pays pourront se constituer eux-mêmes leurs propres réserves au niveau de la Banque centrale. Et leur Banque centrale pourra être adossée au système international en articulant certainement les deux registres, c'est-à-dire le registre de la finance internationale qui relève du monde occidentale et le registre de la finance internationale qui relève du monde multipolaire. Et vous avez dans les deux registres deux systèmes, par exemple le SWIFT pour le monde occidental et le MIR pour le monde multipolaire. Donc, cette nouvelle monnaie va appeler à de nouvelles dynamiques financières dans le contexte de l'AES. Et nous avons toujours dit que cette nouvelle monnaie et le contexte actuel va obliger les pays de l'AES à avoir une politique sécuritaire plus ambitieuse. Cette politique sécuritaire plus ambitieuse sera elle-même adossée sur la construction d'un complexe militaro-industriel qui, lui, va nécessairement, dans le cadre de la sécurisation véritable des intérêts de l'AES, va nécessairement déboucher sur la prospérité d'une entreprise atomique sérieuse. Et quand on parle déjà des entreprises atomiques, des entreprises nucléaires, c'est des entreprises qui rentrent dans le cadre de la compétitivité véritable au niveau technologique. Vous avez également des produits technologiques auxquels l'Afrique ne s'est jamais attaquée, comme par exemple la fabrication de batteries, la fabrication de semi-conducteurs. L'AES a du lithium, l'AES a toutes les ressources qui amènent à la fabrication de ces produits technologiques. Donc, l'AES pourra aussi se doter de ce type d'industrie et donc devenir un mastodonte technologique au cœur de l'Afrique. Pour nous, c'est la zone de prospérité dans les 10 prochaines années. C'est la zone qui va certainement entraîner toutes les autres zones de l'Afrique, surtout si on a des pouvoirs aussi ambitieux que ceux qui sont actuellement là. Et M. Ouattara, la conséquence sera que, et c'est ça dans le monde capitaliste, lorsqu'un pôle s'enrichit, généralement, d'autres pôles, eux, ils s'appauvrissent. Et donc, les Français qui ont lorgné cela sont déjà en train de dire à M. Ouattara, mon ami, il faut commencer à serrer les ceintures, sinon tu risques de danser avec un pantalon plus gros. Alors, Simondé, tout ce qu'il vient de décrire, ça concerne bien évidemment l'AES, mais sauf que lorsque nous faisons un tour même au Cameroun profond, il y a les mêmes ressources. Il y a du colbart, il y a du lithium, il y a de l'or, il y a le diamant. Vous allez en République centrafricaine, là-bas alors c'est le saumon. Je veux dire, c'est toute l'Afrique en fait qui est hyperbement riche. Mais il a fallu qu'il y ait cette révolution sahélienne, précisément ouest-africaine, pour que peut-être les autres puissent se réveiller. N'est-ce pas par exemple là une sortie de solution dans ce combat pour la souveraineté du continent africain? Madame Lizzie, il faudrait savoir que l'Afrique, c'est le paradis. Et moi, j'ai toujours dit aux gens que si le paradis existait, les Blancs ne pourraient jamais venir en Afrique nous vendre le paradis. Ils devaient aller s'installer là-bas et jeter les clés. Et nous laisser en enfer. S'ils cherchent à venir en Afrique, ça veut dire que l'Afrique, c'est le paradis. Ils n'ont qu'à rester juste s'ils pensent que c'est le paradis là-bas chez eux. Malheureusement, c'est le contraire. Toutes les ressources, il n'y a pas un seul continent dans le monde qui a les ressources que l'Afrique a. Aucun pays au monde n'a les ressources que l'Afrique a. Les gens peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. C'est pour ça que les gens passent tout leur temps à organiser les rébellions, à organiser les guerres partout, pour des simples raisons qu'il faut qu'ils s'implantent dans les pays africains pour exploiter nos ressources minières. Malheureusement, à un certain moment, ils ont pris le caillou et l'oiseau a vu. Il n'est plus question de laisser nos ressources minières exploitées par qui que ce soit, qui ne soit pas africain. Le temps de la révolution a sonné et les 3 pays du Sahel nous ont démontré qu'on a la capacité de s'opposer à tous les prédateurs qui viendront en Afrique désormais pour s'occuper de nos ressources minières. La récréation est terminée, Madame Dédé, qui le veuille ou pas. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et personne ne peut cacher la lumière du soleil avec la paume de la main. Personne. Donc, on est engagé à libérer totalement l'Afrique et personne ne peut rien y faire. C'est pour ça que j'interpelle tous les chefs d'État africains. Dire que désormais, ce monsieur qu'on appelle Macron avec son nouveau premier ministre qui est un homosexuel, il ne faut plus les recevoir dans aucun pays africain. Je dis aucun pays africain. Si oui, en Côte d'Ivoire, pourquoi la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique? Je suis désolé. Non, il n'est pas question, aucun pays. Ces deux personnes doivent foutre de camp de l'Afrique parce qu'ils ne sont pas africains. C'est les esclaves de maison. On n'en veut plus. Il est temps qu'on se libère totalement de cette histoire. D'accord.
Merci à vous, Simone D. Elle nous a rejoint sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de Fabiola Ndombe pour la note sportive. Et voilà, nous y sommes. Bonjour Fabiola Ndombe. Bonjour Linda Dedi et bonjour à nos très chers téléspectateurs. Alors aujourd'hui encore, nous allons le dire, plus nous nous rapprochons de cette autre édition de la Coupe d'Afrique des Nations, plus nous développons tout simplement les grands dossiers en ce qui concerne les matchs de préparation. Hier, les Lions, cette fois-ci indomptables du Cameroun, pas les Lions de la Teranga, ont donc livré une compétition, enfin un match hier. Je vous laisse le soin de nous. Oui, nous savons tous que nous sommes à quelques jours de la CAN qui va se débuter le 13 janvier, donc samedi. Et les pays qualifiés pour cette compétition essayent d'aiguiser leur dernier âme avant d'aller disputer la Coupe en Côte d'Ivoire. À l'heure des derniers réglages, la Zambie et le Cameroun, comme vous étiez en train de le dire, se sont neutralisés. Ces deux pays ont joué dans l'après-midi du mardi 9 janvier et le match s'est soldé sous un score d'un but partout. Ce sont les Zambiens qui ont ouvert le score grâce à Patson Daka à la 11e minute de jeu et les Lions indomptables ont égalisé par l'intermédiaire de Darlene Yongwa à la 20e minute. De son côté, l'Algérie boucle sa préparation par un succès facile, on peut le dire. Les Fennecs ont battu le Burundi sous un score de 4-0. Les buts de l'Algérie ont été marqués par Bagdad Bounedja à la 2e minute de jeu seulement. Ensuite, Riyad Mahrez à la 39e minute, Islam Slimani à la 88e minute et Mohamed Amoura à la 90e plus 4 minutes. Cette victoire permet donc à l'Algérie d'aller en Côte d'Ivoire avec la tête haute. La Guinée équatoriale, quant à elle, ne s'est pas vraiment rassurée. La sélection hispanophone a en effet été tenue en échec à Malabo par l'équipe de Djibouti. Le match entre les deux pays s'est soldé sous un score d'un but partout. Les matchs de préparation se déroulent avant l'ouverture de la CAN au 13 janvier prochain. Ainsi, pendant que les jours passent et que le 13 approche à grands pas, l'on se demande déjà qui va succéder le Sénégal. Papou dit que le Sénégal est déjà éliminé car les Lions de la Teranga font une nouvelle fois partie des favorites de la compétition. Mais cette équipe aura a fait face au Maroc, demi-finaliste en 2022, l'Égypte qui a remporté cette fois la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun qui a 5 étoiles et le Ghana et la Côte d'Ivoire. Bon, on ne peut pas oublier la Côte d'Ivoire, c'est un pays hôte. Pays hôte, Fabiola Ndombe, je crois que c'était tout. Oui, c'est tout. Pour le grand zoom sur les matchs de préparation. Il y a d'autres matchs en attendant le deadline. Oui, il y a le Burkina Faso qui va jouer aujourd'hui contre la RDC. Il y a aussi d'autres matchs en cours aussi. La RDC où justement Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi a donc été, comment je vais dire ça, réélu de façon officielle comme étant le chef de l'État de ce magnifique et grand pays du continent africain. Nous vous disons merci. Nous prenons rendez-vous demain à quelques heures seulement du coup d'envoi de la CAN 2023. Nous espérons que du côté de la rédaction centrale Odexport, vous allez certainement nous préparer un plateau spécial pour le lancement de cette édition. Même si nous ne sommes pas, comment je veux dire, diffuseurs, même par
par derrière. Mais il faut quand même que nous parlons de football. Oui, nous allons en tenir compte. Voilà, d'accord, merci. Merci. Merci de nous en faire la promesse. D'accord, merci, Linda. Allez, je crois que c'est sur ce que nous allons refermer cette édition de la quotidienne. Demain, c'est un autre jour, ne vous inquiétez pas. Le sujet d'aujourd'hui était autant alléchant, crucial et important que tous les autres sujets d'ailleurs. Et demain, nous nous ferons un plaisir d'essayer de comprendre ce pays où la dictature notoire règne. Il s'agit bien sûr du Sénégal. Salam.